Abi, on se lance officiellement en avril 2021. On s'est cassé la tête pendant des mois et des mois à suroptimiser tout. Ça coûte des millions d'euros de développer un produit comme celui qu'on a. C'est l'application de gestion et un outil tout en un qui permet aux indépendants de gérer l'intégralité de leur activité. Dans 90% des cas, la réponse elle est dans mon application. 35 000 utilisateurs. On est là pour envoyer un produit qui est dingue, plus de customisation, plus de fonctionnalités, plus de précision, des produits et services fiables, des millions et des millions d'euros qui sont encaissés. On a travaillé dur à créer un écosystème où on est capable d'écouter nos clients. On est les meilleurs. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec un format qui change un petit peu puisque là on va accueillir Nicolas Lespinasse, le cofondateur de Abi. Comment vas-tu, Nicolas ? Salut Axel, écoute, ça va très bien et toi ? Très très bien, je suis ravi de t'accueillir dans ce nouveau format de vidéo qui change un petit peu, un format un peu podcast. Donc là l'idée c'est d'avoir une petite conversation ensemble pour présenter Abi, ce que c'est, les évolutions du produit et aussi ta vision toi en tant que dirigeant sur Abi. Donc aujourd'hui Abi, en quelques mots, qu'est-ce que c'est ? Comment est-ce que tu décrirais cet outil ? Abi, c'est l'application de gestion pour les indépendants. Notre objectif, c'est de créer un outil tout en un qui permet aux indépendants de gérer l'intégralité de leur activité. Facturation, comptabilité, gestion de projet, suivi des commandes. On a essayé vraiment de créer l'expérience parfaite pour qu'un entrepreneur indépendant puisse gérer l'intégralité de son activité au même endroit et puisse gagner du temps et de l'argent. D'accord, donc ce que tu dis indépendant, c'est micro-entrepreneur ? Alors, indépendant au sens large du terme, micro-entrepreneur, c'est notre cible numéro 1 à la base, mais depuis, évidemment, on a évolué. Donc, en fait, aujourd'hui, on est capable de gérer tout type d'indépendants. Vraiment, on est conçu pour eux. Donc, micro-entrepreneur, SASU, IRL, EURL, etc. Ok, donc là, aujourd'hui, un entrepreneur individuel peut faire tout à fait sa compta sur Abi. Il peut faire sa comptabilité sur Abi. Alors, évidemment, nous, notre conseil, c'est d'être accompagné pour faire de la comptabilité, sauf si vous êtes en micro-entreprise. Là, ça change un peu la donne. Tout est accessible, mais en étant accompagné, c'est tout à fait possible de gérer l'intégralité de son activité sur Abi. D'accord. Et en quelques chiffres, Abi, c'est quoi ? C'est combien d'utilisateurs ? C'est quoi les gros chiffres de Abi ? Aujourd'hui, on a 35 000 utilisateurs. On génère plus de 100 000 documents de facturation par mois. C'est des millions et des millions d'euros qui sont encaissés. Voilà, en quelques mots, et des centaines et des centaines de connexions chaque jour. C'est génial. Et donc aujourd'hui, Abi, donc c'est une start-up. Ça fait quelques années que tu l'as créée. Tu l'as cofondée. Donc aujourd'hui, vous êtes 4, c'est ça, cofondateurs ? On est 4 cofondateurs et on a lancé Abi en avril 2021. Ok. Donc ça fait 3 ans tout juste. Tout juste 3 ans. Donc c'est gros démarrage. Donc là, hyper-croissance, etc. L'équipe, comment est-ce qu'elle a évolué ? Au tout début, vous étiez que 4 ou est-ce que vous aviez déjà une équipe ? Non, alors on s'est lancé dans des conditions un petit peu particulières. En fait, je dirais Abi est né d'une autre entreprise qui à la base était un cabinet d'ingénierie. Donc en fait, on avait déjà une petite équipe. Alors c'était beaucoup d'alternants à l'époque. Évidemment, depuis, c'est devenu beaucoup plus sérieux. Mais je dirais qu'on devait être peut-être 8-9 à l'époque. Il reste quelques personnes encore de cette époque-là. Et puis en fait, aujourd'hui, on est une vingtaine. Une vingtaine de salariés, peut-être de freelance, de prestataires. Alors, sans compter freelance prestataire, vraiment, ça élargirait quand même un peu, mais vraiment en salarié pur dans l'entreprise, on est une vingtaine. Ok, donc avant c'était une boîte de prestation de services, c'est ça ? Exactement. En fait, les 4 cofondateurs, nous on s'est lancé à la base, on est des techos, on est ingénieurs informatiques, et donc en fait on a créé un cabinet d'ingénierie. Notre métier c'était de développer des applications web et mobiles pour nos clients. Et puis au bout de quelques mois, on se rend compte que travailler pour les autres c'est quand même assez particulier. Créer des produits, en fait chaque produit pour nous c'était un produit comme si on le faisait pour nous, quoi. Ouais, bien sûr. Ouais. Et donc très souvent déçu un peu de ce que ça devenait. Et puis aussi un peu une forme de fatigue de travailler sur plein de sujets différents tout le temps, d'être à droite, à gauche. Et puis on avait même cette sensation tous les 4 de même plus travailler sur les mêmes sujets, de plus forcément se battre pour les mêmes choses. Et donc vraiment on avait cette volonté de créer notre propre produit. Le fait d'avoir un cabinet d'ingénierie permet quand même de tester pas mal de choses. Et donc en fait on a créé plusieurs produits pendant 1 an jusqu'au jour où je dirais on a eu ce déclic, cette envie de créer Abi.
Ok, parce qu'en fait, à la base, toi, votre boîte de prestation, en fait, a bossé pour des boîtes dans la comptabilité, etc. Donc, vous avez quand même déjà une expertise un peu dans ce domaine. Exactement. En fait, on a travaillé même pour plusieurs entreprises et sur plusieurs types de projets, sur des thématiques de gestion d'entreprise. Alors, pas forcément que des entreprises au sens large du terme. On avait aussi des sujets très dédiés sur de la grande surface, du BTP. Donc, oui, on avait déjà cette habitude de travailler sur ces sujets. Ouais. Ok. Et du coup, toi, en gros, vous étiez les seuls responsables de l'architecture souvent de ces boîtes-là, ou est-ce que vous étiez vous faisiez de la TMA, etc. Vous veniez vous greffer à une équipe existante? Alors, on l'a fait une fois, à venir se greffer sur une équipe existante, où on a porter quelqu'un dans l'entreprise. Sinon, non, la très très grosse majorité de nos missions, c'était vraiment de créer un produit et de le développer. Donc, tu avais l'expérience de démarrer de zéro, de créer la stack, de créer on part de 0 à 1. En fait, on fait le 0 à 1. Ouais, ce 0 à 1, c'était vraiment notre cœur d'expertise presque. Okay. Et c'est ce qui nous a permis en fait de créer un produit. Abi, on se lance officiellement en avril 2021. Fin mai, mi-juin peut-être, on a un produit qui fait de la facturation, synchro-bancaire, comptabilité. Ouais, hyper vite quoi. Ouais, vraiment très très rapide. Et en plus, vous avez même commencé à avoir des clients assez rapidement. Et alors, ce qui était assez étonnant, et c'est d'ailleurs aussi un truc que beaucoup de gens se posaient la question, c'est pendant plusieurs mois, je crois, vous avez fait une offre gratuite et vous disiez, on gère avec notre outil, votre comptabilité de micro-entrepreneur gratuitement. Ouais. Et ensuite, vous avez commencé à introduire, du coup, vous avez toujours gardé un plan gratuit et après, vous avez ajouté de nouveaux plans payants avec de nouvelles fonctionnalités. Et comment est-ce que toi, tu t'as fait comment et surtout pourquoi est-ce que tu as fait ce choix de partir sur de gratuit? Parce que ça peut être, pendant plusieurs mois, tu gagnes pas d'argent, tu dois développer un produit. Tu as des salariés, tout ça. Alors, dans tous les cas, quand on s'est lancé, on a tout de suite levé des fonds avec cette dynamique de dire, notre objectif, c'est pas d'être rentable tout de suite. On est là pour envoyer un produit qui est dingue. On veut une adoption la plus franche et massive possible. Donc, la thématique de la gratuité était stratégiquement très intéressante. Il y a un autre sujet, c'est que on a été un petit peu, si je peux dire, biberonné à la culture start-up américaine. Et en fait, on a été très inspiré par une boîte américaine, notamment qui s'appelle Credit Karma. C'est une boîte de Intuit, la maison mère de QuickBooks, notamment pour ceux qui connaissent. Et donc, en fait, on a voulu faire du Credit Karma. Ce qui nous a permis, au bout de un peu moins d'un an, de commencer à faire un petit peu de revenus. Mais vraiment, on avait cette volonté d'aller encore plus loin avec le produit, de fournir des fonctionnalités qui permettent à l'utilisateur d'aller plus loin dans sa gestion d'entreprise, plus de customisation, plus de fonctionnalités, plus de précision. Et donc, inévitablement, au bout d'un moment, on en est arrivé à créer ces forfaits, justement, qui sont venus se greffer par-dessus. Parce qu'à la base, Credit Karma, le business model, il me semble qu'au début, vous aviez un business model qui était plus orienté sur l'affiliation, sur des partenaires, etc. Ouais. C'était à peu près ça. Vous pensiez, en gros, vivre que de ça au début? Ouais, vraiment, la stratégie au début, c'était de se dire, on va créer et gérer les activités de nos clients. Donc, inévitablement, on va savoir presque mieux qu'eux-mêmes de quoi ils ont besoin, pourquoi ils en ont besoin, comment ils en ont besoin et surtout à quel prix. Et en fait, ça a très bien marché, notamment sur la partie création d'entreprise. Mais businessment parlant, on avait un vrai problème de rétention. Ouais. Le problème d'un produit gratuit, c'est que souvent, si c'est 100% gratuit, j'imagine qu'il y a une partie de notre population qui a pas vraiment saisi sa valeur. Et puis, en fait, une fois que tu as consommé un compte bancaire, une domiciliation d'entreprise, pris une assurance, en fait, en réalité, il reste pas tant de produits que ça. Et donc, en fait, pour avoir une vraie rentabilité sur ce business model, il nous fallait une masse. Typiquement, Credit Karma a été capable d'aller chercher, mais qui est absolument impossible à acquérir en France, ou en tout cas pas en quelques mois ou quelques années. Et donc, on a toujours cette thématique de proposer à nos clients des produits et services fiables, sur lesquels, évidemment, nous, on a un deal et on est capable de se rémunérer.
mais on n'avait pas cette capacité de faire suffisamment de volume et vraiment de continuité dans la consommation. Et donc, on s'est dit, OK, il va falloir faire quelque chose sur un modèle d'abonnement. Et c'est à partir de là qu'on a vraiment décollé. Surtout que tu n'as pas des revenus prédictibles. Donc, en fait, il faut que tu aies tout le temps de l'acquisition. Exactement. Et évidemment, c'est presque Ponzi. Enfin, pas un Ponzi, mais en gros, il faut que tu aies un revenu qui rentre. Et si tu dois tout le temps accueillir des gens... Si tu ne fais pas d'acquisition, tu ne gagnes pas ta vie. Et alors même, on va aller au-delà de ça. Si on parle un peu plus dans le détail, on en était arrivé à un point où il fallait dépenser 4 fois plus que ce qu'on était capable de gagner. On en est vraiment arrivé à un point en 2022 où on s'est dit, mais les gars, OK, on va peut-être continuer à optimiser, mais on va gratter 10-20% de plus peut-être. Mais regardez ce qu'on dépense, c'est absolument ingérable. Surtout qu'on faisait de la création d'entreprise. Alors, on a suroptimisé la création d'entreprise. Là-dessus, on a été vraiment très fort. Mais même avec cette suroptimisation, c'était pas viable de réussir à pérenniser ce business model. Surtout qu'en plus, tes clients, c'est pas de tes clients. Parce qu'en fait, dès que tu as un client qui rentre chez toi, tu l'envoies chez un autre partenaire qui, lui, ensuite va le monétiser de sa manière à lui. Exactement. Donc, tu l'envoies chez un conto. Le conto, il va aussi faire la facturation et aussi faire la devis. Donc, en fait, tu envoies ton client chez la concurrence gratuitement, quoi. Potentiellement, on avait ce genre de faille. Et donc, inévitablement. Alors bon, ça marche que sur la banque, vraiment. Encore que. Sinon, les autres thématiques, quand même, on était très protégés. Il n'y avait pas de problématique là-dessus. Et puis, on avait beaucoup de contrats de non-concurrence aussi, donc d'exclusivité. Parce que même pour la création de société, sûrement ces boîtes-là proposent aussi la comptabilité. Effectivement, oui. Mais alors, pour la création de société, on n'envoyait pas. C'est vous qui gérez en interne. On a fait vraiment 100% de la création d'entreprise nous-mêmes. Alors malheureusement, c'est un sujet sur lequel on a énormément travaillé et qui aujourd'hui n'a plus vraiment d'impact dans le business. Mais il faut savoir qu'on a atteint un niveau d'optimisation. On était les seuls en France à être capables de faire ça. En gros, un dossier de création chez nous, avec toute l'expérience qu'on a créée et les outils qu'on avait en interne, c'est moins de 5 minutes en moyenne. Ah ouais, donc là, quelqu'un rentre chez vous sur l'outil, il fait « je crée ma micro-entreprise ». Et en gros, c'est vraiment donc, votre process à vous. Ça passe pas par un tiers, un legal place ou un truc comme ça. Et c'est votre techno qui l'envoie. 100% chez nous. OK. Et vraiment moins de 5 minutes en moyenne pour l'intégralité des démarches du dossier. Ça a demandé beaucoup d'efforts techniques, donc d'investissements financiers. On s'est cassé la tête pendant des mois et des mois à optimiser tout ça, vraiment suroptimiser tout, la manière de récupérer les infos, les documents, la vérification des documents, toute la constitution du dossier, jusqu'au point où on a réussi à descendre en dessous de 5 minutes, en comptant les dossiers sur lesquels il y a des erreurs. C'est-à-dire, c'est inévitable. Il y a un pourcentage donné de dossiers dans lesquels il y a des problèmes. Le problème même, c'est qu'en général, ça vient même pas de nous. C'est-à-dire, c'est des choses, on pouvait même pas forcément les anticiper. Même en comptant ça, on était en dessous de 5 minutes. C'est ouf. Et donc là, c'est un truc que vous faites toujours encore? Vous permettez toujours de créer la micro-entreprise gratuitement Alors non, malheureusement, plus gratuitement. Maintenant, ce qu'on a fait, en fait, vraiment en termes business, on s'est dit, OK, notre cœur de métier, et ce qui a vraiment de la valeur, c'est le logiciel. C'est ce que les gens sont capables de faire pour gérer leur activité. Et donc vraiment, il y a un jour, on s'est dit, OK, on a trouvé le moyen de monétiser ça. On fait de l'hypercroissance pour de vrai, là. On peut plus se permettre de dépenser autant d'énergie et d'argent sur un sujet qui, de toute manière, n'évoluera plus. Et donc, vraiment, on s'est dit, OK, on garde la création d'entreprise, mais c'est une offre commerciale qu'on fait aux créateurs. On leur offre la créa en échange d'un abonnement. Si vous vous abonnez, vous avez une création offerte, comme le font la très grande majorité des acteurs de la compta en ligne. Exactement. Et donc, on s'est vraiment concentré sur le logiciel. Et d'ailleurs, en parlant de ça, si jamais ça vous intéresse de tester Abi, je vous mettrai un lien en description de cette vidéo où là, vous pouvez tester gratuitement Abi. Je crois que vous avez, il me semble, 14 ou 30 jours d'essai. Et en plus, vous avez un code promo, donc n'hésitez pas à tester. Et vous avez aussi un plan gratuit si jamais Abi que vous souhaitez tester. L'idéal, c'est quand même de passer par un plan payant qui vous permet de faire la synchro bancaire, qui vous permet de faire la télédéclaration aussi à l'URSSAF. Enfin bref, vous avez pas mal de features hyper intéressantes. Et du coup, je voulais continuer en te demandant comment est-ce que toi, tu te vois par rapport à la concurrence. On parle d'outils comme Freebie, on parle d'outils comme Indie. Aujourd'hui, c'est quoi votre positionnement par rapport à la concurrence? C'est quoi votre unfair advantage par rapport à ces personnes-là, ces concurrents-là?
Alors, je dirais qu'il va y avoir 2 unfair advantage aujourd'hui. Le premier, c'est l'ADN. Toute la boîte a été construite pour servir l'indépendant avec ses avantages et ses inconvénients. Vraiment, un des pains qu'on cherche à résoudre, c'est le pain global à tout entrepreneur. Quand tu te lances, quand tu développes ton activité, quand tu te structures, il y a plein de choses, plein de cases que tu dois cocher. Tu te poses des centaines de questions, les obligations légales, la compta, les déclarations, etc. T'as toujours peur de faire une erreur. Plus t'avances, plus t'as besoin de te structurer, d'avoir des outils qui vont t'aider à gagner du temps, gagner plus d'argent, etc. Éviter aussi les trucs qu'on oublie. C'est-à-dire, par exemple, tu t'envoies une facture, en fait, t'as pas besoin de te dire bien, cette personne-là, est-ce qu'elle m'a payé, elle m'a pas payé. En gros, faire ce bien suivi sûr. aussi de les relance. etc. Tout à fait. Le truc, c'est que il va y avoir 2 problématiques là-dessus. La première, c'est quand on est un chef d'entreprise d'une entreprise qui fait quelques centaines ou quelques millions d'euros, évidemment, au-delà, ça marche aussi, on a les moyens de se faire accompagner. Expert comptable qui coûte plusieurs milliers, voire dizaines de milliers d'euros par an selon la taille de l'activité, des avocats qui coûtent encore plus cher, des réseaux d'entrepreneurs, des mentors, des coachs. C'est vraiment des choses qui vont être très onéreuses et qui vont te permettre d'avancer, de cranter, de prendre les bonnes décisions. Un entrepreneur indépendant, à aucun moment il a les moyens de faire ça. Et puis, plus il se développe, plus il a besoin d'outils, de prendre des décisions. Et il va commencer à décupler un petit peu ses outils. Et en fait, ça va vite devenir une galère d'exporter ma facturation, de l'importer dans ma compta, de faire un export, d'envoyer à mon comptable. Puis il faut que j'exporte mes transactions, faut que j'importe tel tableau de données. Et donc vraiment, toute la philosophie, c'est de mettre tout ça au même endroit et que ce soit accessible. Que l'entrepreneur indépendant, il soit capable de se débrouiller avec des prix qui sont très raisonnables parce qu'il n'a pas les moyens de payer des milliers d'euros tous les ans pour gérer son activité. Et donc vraiment, on a cet ADN où on a réussi à créer un produit où l'entrepreneur, il a une route guidée, avec de l'accompagnement évidemment, mais on n'avait pas de possibilité de faire... cet accompagnement ne peut pas être similaire à celui d'un comptable, parce qu'on ne coûte pas le même prix qu'un comptable. Donc toi, tu ne fournis pas spécialement le conseil sur le business, par contre, tu vas donner tout l'outillage pour avoir un outil tout en un, donc en gros, pour avoir tes factures, tes devis, tes relances. Et en fait, tu vas donner aussi tous les axes qui te permet ensuite d'évoluer. Par exemple, vous avez aussi une partie un peu formation dans l'outil. Oui. Une partie, quels sont les partenaires que vous recommandez sur la partie bancaire, sur la partie domiciliation, etc. Vous avez quoi? Vous avez la partie aussi productivité où tu as un outil de gestion de projet intégré dans l'outil. Suivi de commande, gestion de projet, gestion de tâches, suivi du temps. Vraiment, l'idée, c'est ça. On a créé un produit unique qui permet en fait d'avoir une route guidée. L'idée, c'est je me pose une question. Dans 90% des cas, la réponse, elle est dans mon application. Je me connecte, je parcours un petit peu. Plus je parcours, plus je connais et plus ça va vite pour les prochaines étapes. Et vraiment, je suis censé pouvoir trouver absolument tout ce dont j'ai besoin. Et quand je ne trouve pas ce dont j'ai besoin, on a évidemment un certain nombre de solutions qui vont être proposées autour. Et nous-mêmes, on dispose d'un support client sur lequel on travaille d'arrache-pied pour avoir des gens suffisamment compétents pour répondre à des questions de gens qui gèrent un business. Et pour autant, qui ne prend pas non plus des lustres à créer, accompagner, développer, parce que un indépendant n'a pas les moyens de payer des centaines d'euros tous les mois pour avoir ça. C'est clair. Et d'ailleurs, c'est un truc hyper abusé, je trouve, chez vous, parce que vous êtes donc moins d'une vingtaine, en gros, dans l'entreprise, et vous gérez 35 000 clients actifs tous les mois. Comment est-ce que vous gérez ce support-là? Quel outil vous utilisez? Et comment ça se fait que avec simplement quelques personnes sur le support client, tu arrives à gérer la masse de messages? Énormément de contenu. C'est vraiment... Alors, le contenu, là, c'est au milieu de tout ce qu'on fait. La création de contenu, c'est du quotidien. Et c'est vraiment... Ce sera de toute manière ad vitam aeternam, que ce soit du contenu pour nos clients à consulter ou du contenu en interne, ce qui prend énormément de temps. Vraiment, le contenu, il est au milieu de ça. Donc, c'est de la doc, c'est produire de la doc, produire sur un centre d'aide. Tu peux dire comment je fais une facture, comment je fais ci, comment je fais ça, comment j'éclaire ma TVA, nanana. Et en gros, les gens, quand ils posent une question, en gros, dans le support, ils sont automatiquement routés sur sur la question qui répond au problème. Et si la personne n'a pas la réponse, ensuite, j'imagine que ça vient au vrai support client derrière. Exactement.
C'est exactement ça. Et même le support client a lui-même ses propres documentations pour l'aider, parce que c'est large de faire de la gestion d'entreprise. Et donc, en fait, inévitablement, il faut à un moment être capable d'avoir les informations qu'on n'a pas forcément, que ce soit proprement expliqué, ou alors même qu'en interne, on puisse avoir des gens qui vont porter la réponse à la question, justement. Alors, il y a des sujets sur lesquels on n'est pas capable d'être ultra réactif. Il y a des sujets sur lesquels, dans l'heure, c'est bouclé, on arrête d'en parler. Il y a des sujets, on revient le lendemain vers les gens. On a aussi, nous, dans notre entourage, avec les gens avec qui on travaille, que ce soit en interne ou en externe, des gens qui sont spécialisés, des experts comptables, des avocats fiscalistes. On a créé un entourage qui nous permet d'avoir accès à la bonne ressource, la bonne information, et même sous la bonne forme au bon moment. Et ce qui est ouf, c'est que votre outil de suivi de ticket, il me semble, en gros, vous traquez vraiment toutes les métriques. Donc, je crois que c'est vous êtes l'une des boîtes que j'ai pu connaître qui traque vraiment des métriques, mais de manière très précise, notamment sur le support client. J'ai l'impression que c'est vraiment au cœur de tout. Oui. Sur le taux de, déjà, tous les messages ont une réponse. Faut que tous les tickets soient résolus. En gros, t'as pas un message qui est perdu dans la nature. Et vous focalisez sur, il me semble, le temps de réponse moyen par message. Alors, on va regarder plusieurs choses, effectivement. On va avoir le temps de première réponse, on va avoir le temps médian pour résoudre une conversation, on va avoir le temps à partir de l'ouverture jusqu'à la fermeture, on va avoir le nombre d'échanges. Parce que si effectivement tu résous le problème, si j'ai une moyenne de 10 échanges pour résoudre une problématique, c'est que en interne, on a un problème de processus, d'explication, de documentation, qui fait qu'en fait, quand le client en arrive à nous poser ces questions, on n'a pas réussi à lui faire comprendre quels étaient les vrais enjeux pour nous, comprendre sa problématique et comprendre comment on va pouvoir la résoudre. Okay. Donc, inévitablement, on a des dizaines et des dizaines de métriques à regarder, sachant que chacun son métier. Les deux grosses métriques qu'on va regarder et qui sont les plus importantes en termes business, c'est la Customer Satisfaction, là-dessus rien de sorcier, et le Net Promoter Score, pareil, rien de sorcier. Ce que tu appelles Net Promoter Score, c'est quoi exactement ? NPS, tu sais, c'est la fameuse pop-up que tu as sur plein de SaaS, tous les SaaS le font globalement, de 1 à 10, comment recommanderiez-vous notre logiciel, application, produit, etc. Ok. Et donc en fait, c'est une approche où on ne parle pas de est-ce que vous êtes content du produit, mais on vous demande si vous êtes prêt à le recommander à d'autres gens. D'accord. Et on connaît tous cette fameuse évolution du lead dans l'entreprise où le Saint Graal, c'est qu'il devienne un ambassadeur. Un ambassadeur, exactement, qui se mette lui-même à vanter les mérites du produit. Et donc, en fait, ça nous permet vraiment de voir quel est le réel niveau de satisfaction lié à l'utilisation globale du produit. Je vois. D'ailleurs, c'est trop marrant parce que j'ai vu il y a quelques jours, vous avez fait un post, Abi, pour remercier, je crois, l'un de vos plus fervents ambassadeurs, en lui offrant d'ailleurs, il me semble, un abonnement offert ou l'équivalent d'un abonnement de tout ce qu'il a payé. Ouais, en fait, je te fais rapidement la petite histoire. Au tout début, quand on était 100% gratuit encore, on avait lancé un système de dons qui s'appelait Buy Me a Coffee. Et en fait, cette personne-là, c'est le premier à avoir fait un don. Et quand on a sorti les abonnements, ce qui était un risque pour nous de dire, OK, qu'est-ce qui va se passer quand on va dire qu'on garde la base gratuite ? On était gratuit et on devient payant, on ajoute mais du payant. Mais il y a une partie du logiciel qui devient payant. Qu'est-ce qui va se passer ? Et il fait partie des gens qui, dans les jours qui ont suivi, a souscrit directement à un abonnement. Et en plus, à l'époque, c'était vraiment une forme de support. Et on se souvient de ces messages de gens de « nous, on est là, on adore ce que vous faites, on est prêt à payer. Si ça peut vous soutenir, vous permettre de vous développer, tant mieux. » Et donc, en plus, l'anecdote, c'est on est en train de boire un verre pour l'anniversaire d'Abi. On allait faire une partie de bowling et on discutait comme ça. Et d'un coup, on se dit « Mais c'est qui notre premier client ?» Et donc on ouvre Stripe, on va fouiller dedans, on regarde qui est abonné depuis le plus longtemps, et donc on tombe sur lui, et on s'est dit ok, ce serait un beau geste de pouvoir lui offrir son abonnement. Et donc on lui a envoyé, alors bon, c'était un grand chèque en carton Corentin, de 2 mètres. De mes associés, a commandé ça, et on a tous signé au dos avec un petit mot pour le remercier de ce support sans faille.
Ouais, et puis j'imagine que c'est aussi quelqu'un qui donne du feedback aussi. En fait, je pense, vous avez une force, c'est que tous les gens la plupart des clients que vous avez donnent aussi beaucoup de feedback sur, tiens, il y a ce bug-là, ou alors ce serait trop bien de rajouter telle feature. Et en fait, ils votent aussi. Vous avez une roadmap qui est publique. Ouais. Donc, vous pouvez aussi proposer des features aux gens. Les gens peuvent voter et vous savez quoi prioriser. Ouais. Donc, c'est hyper centré sur le client, en fait. Je confirme, ça c'est Corentin s'échine au quotidien à vraiment créer un produit qui se base sur les besoins de nos clients. Évidemment, il y a toujours plein de paramètres à prendre en jeu. On peut pas satisfaire tout le monde en même temps et de la même manière. Mais vraiment, on a travaillé dur à créer un écosystème où on est capable d'écouter nos clients, même si on en a des milliers, des dizaines de milliers, où on est capable de les écouter, de prioriser, de spécifier leurs besoins pour que ça devienne une réalité. Ouais. D'accord. Et comment tu fais pour... parce qu'aujourd'hui, vous avez 35 000 clients actifs. Comment est-ce que tu fais pour rendre l'interface compréhensible de tous? Parce que j'imagine qu'il y a des gens qui vont être très sensibles à ce que c'est qu'une déclaration à l'URSSAF, ce que c'est que des cotisations sociales, etc. Donc, eux, ils vont vouloir accéder à ça assez rapidement. Ils veulent voir ce qui se passe derrière la machine. Et d'autres, justement, ils ont un peu une phobie administrative. Donc, comment est-ce que vous arrivez à... Est-ce que vous conditionnez l'interface? Est-ce qu'il y a des menus qui s'affichent, qui se masquent? Comment tu réponds à ce spectre de clients qui peuvent être très différents? Alors, l'objectif, c'est d'en arriver à ce niveau-là, d'avoir une interface qui se conditionne en fonction de la volonté d'utilisation. On n'en est pas là encore aujourd'hui. La manière dont ça se passe, c'est... Alors, en fait, ça va être plein de tout petits éléments, mais si je devais généraliser, c'est... Nous, on part d'une expérience pour ceux qui n'ont pas envie de se poser de questions. C'est le b.a.-ba, c'est notre base de travail. Et évidemment, et là, tu le sais, en fait, avec la relation client, on va ensuite travailler à rajouter des petits éléments qui vont permettre aux gens qui ont vraiment besoin de se documenter, vraiment besoin de comprendre et d'aller plus loin dans le détail, de pouvoir avoir accès à cette documentation. Et donc, ça va passer par des petits peut-être fenêtres. Le wording qui change. Est-ce que, par exemple, pour certains types de clients qui sont dans tel secteur d'activité, on va leur mettre des termes en lien? Alors là, oui, évidemment. Oui, bien sûr. Ouais. On a ce genre de levier dans l'application. En fonction de la typologie d'activité, on va avoir même des besoins fondamentaux différents. Je pense à l'avance immédiate de crédit d'impôt, le suivi de commande, ce genre de choses, où on va changer le wording, l'agencement, enlever certaines fonctionnalités qui n'ont absolument aucun intérêt pour une certaine partie des clients. Par exemple, un freelance, lui, je sais que vous avez un système un peu de bon de commande. Le freelance, il n'a pas besoin de bon de commande. Lui, il veut faire des devis, des factures, des avoirs. Donc, il aura ces 3 trucs, mais pas les bons de commande. Mais on peut activer cette... Alors, je sais pas si c'est le cas pour les bons de commande en l'occurrence, c'est probable, mais l'avance immédiate de crédit d'impôt. Tu vois, c'est toute une fonctionnalité de facturation qui passe par l'État avec une avance. Ça évite d'avoir du crédit d'impôt à se faire rembourser au bout d'un an, etc. Par exemple, ce genre de fonctionnalité n'est même pas visible. Les différents boutons à droite, à gauche, les onglets, etc. ne sont pas visibles du tout si la personne n'est pas en avance immédiate de crédit d'impôt. D'accord. Ouais, c'est un peu comme aussi sur la déclaration de TVA. Si par exemple on n'est pas assujetti à TVA, c'est un on-off et du coup dans le menu, ça n'apparaît pas. Tout à fait. Sur ce genre de fonctionnalité à proprement parler, effectivement, ça va être vraiment des fonctionnalités qu'on va afficher ou non en fonction de la typologie d'entreprise. Et ensuite, pour les gens qui cherchent vraiment du détail, c'est vraiment on va afficher des petits points d'interrogation, des liens utiles, qui en fait passent pratiquement inaperçus pour ceux qui sont là pour une utilisation standard, qui sont même supprimables dans le sens où je peux fermer et hop, ça ne s'affiche plus jamais. Et pour ceux qui ont envie, ils auront, quoi qu'il arrive, accès à un max de documentation pour justement savoir quel chiffre fait quoi, pourquoi, quand, comment. D'accord, le détail de tout ça. Oui. Ok. Donc là, aujourd'hui, ton outil, il permet donc de faire facture de vie, etc. pour le client. Il permet aussi de faire la télédéclaration de l'URSSAF. Donc en fait, c'est là où ça répond à la question de comment faire un outil tout en un. La personne, en tout cas le micro-entrepreneur classique, il reste dans l'outil. Il n'a pas besoin de sortir de l'outil pour aussi payer ses cotisations. Je confirme. Ouais. Voilà, ça c'est trop bien. Et merci à l'URSSAF. Merci à l'URSSAF d'avoir fait une intégration, de pouvoir gérer ça. C'est quoi les prochaines étapes? Je crois qu'aujourd'hui, vous gérez aussi la partie TVA pour le client. Oui. Ça, aujourd'hui, les gens vont avoir leur tableau avec les différentes cases dans lesquelles faire les reports. Est-ce que vous allez pouvoir aussi ajouter le fait de télédéclarer sa TVA?
Et donc, c'est sur la partie TVA, ma première question. Et est-ce que vous allez aller plus loin sur l'aspect un peu impôt sur le revenu? Est-ce que vous allez faire du contenu sur l'impôt sur le revenu? Par exemple, pouvoir dire est-ce que vous avez le droit l'année prochaine ou pas au versement libératoire? Essayer d'intégrer un peu cet accompagnement sur la spécificité de la micro-entreprise sur l'impôt sur le revenu. Je confirme. Pour tout ce que tu as dit, en fait, la partie TVA, oui, télédéclaration de la TVA, évidemment, ça arrivera un jour sur Abi. La partie gestion de l'impôt, un peu plus en détail, avec un accompagnement directement dans le produit, oui, un jour, ça arrivera. On va avoir plein de fonctionnalités qui sont directement liées aux finances de nos clients. Des sujets, bon, je peux pas trop vendre la mèche non plus parce qu'il y a des choses en plus qui vont arriver à relativement court terme. Je garde un petit peu de matière à exactement. Mais on va avoir de plus en plus de sujets financiers qui vont arriver au service de nos clients. On aimerait bien aller encore plus loin aussi sur l'aspect communautaire et physique. Vraiment, une des plus grandes fiertés qu'on a aujourd'hui, c'est la communauté qu'on a réussi à créer autour de Abi. On est sur des milliers de personnes qui échangent des centaines, des milliers de likes, commentaires, interactions chaque jour. Et ça, c'est vraiment très important. On aimerait aller encore plus loin au niveau de cette communauté. Faire en sorte que les entrepreneurs se sentent entourés à n'importe quel moment de leur aventure entrepreneuriale. On va avoir évidemment des sujets d'interconnexion. Aujourd'hui, on est déjà connecté avec des milliers d'applications au travers d'outils comme Make, typiquement Make. On est disponible sur Make. Alors en plus, on a de la chance, on commence par un A. A, B, tu fais difficilement mieux dans l'alphabet. Donc en fait, pour ceux qui utilisent Make, si tu veux rajouter un outil quand tu fais ton scénario Make, on est dans le top 10 des applis. Ouais. Voilà. Donc ça vous permet en gros avec Make, faire des petits scénarios en disant quand j'ajoute une nouvelle ligne par exemple dans Notion, je vais venir créer une facture dans Abi ou je vais venir faire un article. Sur la partie facturation, on n'est pas encore abouti. Mais par exemple, tu crées un client sur Abi, automatiquement, tu lui envoies un mail avec des infos ou il manque des infos. Et en fonction de ce qui manque dans Abi, on va pouvoir lui demander ces infos. Il y a plein de choses qui sont faisables. J'ai mon site de e-commerce, je reçois une commande, automatiquement ma commande elle se met dans mes suivis de commandes. Ça c'est tout à fait possible. On va pouvoir aller encore plus loin. On a créé ça il y a 1 an et demi. C'était une première version. Notre objectif, c'était surtout de voir l'appétence des gens au travers des intégrations. Et dans le futur, on ira beaucoup plus loin avec des intégrations qui seront natives. Je pense notamment à nos amis les e-commerçants qui ont des vrais besoins en termes d'automatisation. Sur du e-commerce, du Shopify, j'imagine. Oui, exactement. On y viendra aussi. Il y a vraiment beaucoup de choses qui sont prévues dans les prochaines années pour venir aller toujours plus loin avec nos clients, leur permettre de gagner toujours plus de temps et de tout mettre au même endroit. C'est vraiment un enjeu pour nous. Quand tu es sur un réseau social, tu n'as pas envie d'être balancé à droite, à gauche dès qu'il y a des infos. On est tous pareils. Le parallèle que je fais régulièrement, c'est Amazon. Amazon aujourd'hui travaille avec des milliers, peut-être même des millions de vendeurs à travers le monde. Imagine si à chaque fois que tu commandes un produit Amazon, tu te retrouves sur le site marchand du fournisseur. C'est absolument ingérable. Et c'est la même chose chez nous. Avoir vraiment une expérience unique pour l'indépendant. D'accord. Et aujourd'hui, c'est quoi les prochaines étapes, les prochaines évolutions sur le produit Abi ? Je crois que vous avez recruté récemment quelqu'un dédié pour le développement d'une application mobile. Ouais, on a l'appli mobile qui avance. Je pourrais te montrer après. J'ai une version bêta là. Alors c'est une version bêta. En tout cas, c'est une version de test où on commence à avoir quelques fonctionnalités qui arrivent. On s'est trouvé un développeur mobile, une rockstar, qui va nous permettre de structurer tout ce pôle mobile dans les prochains mois et les prochaines années. Et donc on a une date prévue qui est à la rentrée septembre pour une sortie auprès de nos clients pour le moment d'une application mobile. Ce sera une application mobile dédiée aux gens qui sont déjà clients Abi, qui ont déjà un compte, pour leur permettre un peu d'avoir ce coach nomade pour l'entrepreneur indépendant directement dans leur poche. D'accord, ce sera une application qui sera une extension plutôt de l'application principale. Qui va permettre de consulter, peut-être éditer quelques documents, j'imagine, mais on va pas pouvoir tout faire dès le début. C'est sûr, on pourra pas tout faire. Vraiment, ça c'est une certitude, même si
on nourrit l'ambition de faire vraiment quelque chose de très complet. Idéalement, 90% de ce qui est faisable sur Abi sera un jour faisable sur notre application mobile. Et du coup, tout à l'heure, tu parlais du fait de supporter plusieurs structures d'entreprise. Donc, ça peut être des micro-entreprises, ça peut être des SASU. Donc, aujourd'hui, une SASU peut venir sur Abi et faire sa compta dessus. Alors, en fait, le truc, c'est une SASU qui veut gérer son activité sur Abi, elle peut pratiquement tout faire. Facturation, évidemment, pré-comptabilité. Avec la pré-comptabilité, toute la gestion de la TVA. Évidemment, nous, notre métier, c'est pas de faire la comptabilité surtout des sociétés. Les micro-entreprises, oui, mais les sociétés, il y a une profession absolument magnifique en France qui est l'expertise comptable. Notre recommandation numéro 1 overall, si vous êtes en société, normalement, vous avez les moyens de payer 1000, 1500 € par an pour avoir quelqu'un qui vous accompagne. Parce que oui, aujourd'hui, il existe des outils qui permettent de faire de la comptabilité sans expert comptable, mais c'est juste un nid à erreur. C'est le meilleur moyen de passer à côté de plein de choses, de mal optimiser sa fiscalité et sa comptabilité. On a vraiment l'intime conviction que c'est une nécessité, quand on a une structure, d'avoir quelqu'un dont c'est la profession d'accompagner les gens. Mais notre outil permet à l'expert comptable et au comptable d'accompagner les clients directement. Donc, en gros, l'outil permet de faire ses factures dessus. Donc, le client intégralité de la facturation, intégralité de la pré-comptabilité. Ce que j'entends par pré-comptabilité, c'est vraiment, tu as des flux entrants et sortants, être capable de les justifier et de gérer la TVA qui va dessus. Donc, c'est synchronisation bancaire, livre des achats, livre des recettes, à l'intérieur, le suivi de cette TVA. Et en fait, le meilleur moyen, c'est ensuite, on a tous les exports nécessaires pour que le comptable puisse récupérer toute la donnée, la mettre dans son logiciel de production, génère tout ce qui est bilan, liasse fiscale, puisse faire tout ce qui est amortissement, etc. Justement, j'allais t'en parler. En gros, sur l'outil, pour l'instant, on ne pourra pas visualiser, par exemple, du coup, son résultat net, on ne pourra pas voir tout ça là. Alors, on a un petit compte de résultats, mais qui ne se base que sur la pré-comptabilité. Et notre métier n'étant pas un métier d'expert comptable, on ne va pas gérer les immobilisations, par exemple. D'accord, donc c'est ça, l'expert comptable va venir faire un export, le mettre dans son logiciel à lui, et ensuite, il va nous envoyer son bilan. Exactement. etc. Évidemment, dans les évolutions prévues, il y a même la connexion directe avec ce genre d'outils pour qu'en fait, la donnée soit synchronisée en permanence. D'accord, trop bien. Et du coup, aujourd'hui, ce serait quoi la vision long terme de Abi ? C'est quoi à terme, dans 4, 5, 10 ans de Abi, tu vois où l'outil ? C'est-à-dire que tu le vois toujours en lien avec les indépendants ? Est-ce que tu te vois aussi grossir sur les sociétés à plusieurs ? Notre ADN, et c'est une de nos forces, et c'est pour ça qu'aujourd'hui... alors, on a des concurrents qui sont vraiment très intéressants. Je pense notamment à un que tu as cité tout à l'heure. Vraiment, ils ont fait un taf incroyable depuis leur création il y a quelques années. C'est même inspirant. Mais on est aujourd'hui, si ce n'est le seul, presque le seul, à avoir une ADN qui est dédiée aux petits entrepreneurs indépendants. Si je devais généraliser, c'est de 0 à 300 000 € de chiffre d'affaires. Et en fait, bon, alors forcément, c'est pas un point de vue objectif, mais on est les meilleurs. Là, aujourd'hui, en termes d'expérience, d'accompagnement, de documentation, on est les meilleurs. Donc, en fait, c'est 75% du marché de l'entreprise en France. Pourquoi on irait voir ailleurs ? Et en fait, la France est un tout petit pays par rapport à certains autres pays européens ou internationaux où l'entrepreneuriat indépendant est au cœur de l'économie. Je pense aux États-Unis. Les États-Unis, c'est plus d'un tiers de la workforce. Alors, je dis pas qu'on ira aux États-Unis. En tout cas, c'est sûr qu'on n'ira pas tout de suite. On a encore un travail phénoménal à faire en France. Et notre objectif, c'est d'être global. D'accord, donc là vous allez quand même essayer d'exporter le produit dans l'Europe Un jour, oui. Certitude, dans les prochaines années, on travaillera sur des pays européens, mais notre focus numéro 1 reste la France, avec un avantage, c'est qui peut le plus, peut le moins. Quand tu as fait de la comptabilité et de l'administratif en France, en général, tu es un petit peu armé pour aller à l'étranger. Ok, et tu as parlé du fait d'avoir fait des levées de fonds avant. Pourquoi avoir fait des levées de fonds ? Si, par exemple, vous étiez déjà une boîte, une ESN qui avait déjà peut-être un peu de cash à ce moment-là, ou peut-être pas assez, pourquoi ? Est-ce que c'est parce que justement vous n'avez pas assez de cash pour lever des fonds ? En fait, un produit aussi énorme que celui qu'on a,
avec la promesse de valeur aussi importante que celle qu'on a, ça coûte des millions d'euros de développer un produit comme celui qu'on a. Alors, on a eu cette chance d'être adossé à une philosophie très technique, donc avec une capacité à exécuter qui est unique, mais inévitablement, un produit aussi avancé, aussi complet, coûte des millions d'euros. Et on n'avait pas le choix. Parce que le marché... T'aurais pas pu développer un produit bootstrappé, purement financé, on aurait pu, mais on n'en serait pas là aujourd'hui. En fait, t'aurais pas eu assez de budget pour faire clairement pas. Parce que et même en termes d'acquisition, quand on vend de l'abonnement, un client met plusieurs mois à rembourser ce qui nous a coûté en termes d'acquisition. C'est la même chose. On aurait pu s'autofinancer, mais les métriques qu'on a aujourd'hui, on les aurait atteints en 10 ans. Et encore, en 10 ans, il se passe vraiment, vraiment beaucoup de choses. Voilà, donc on a voulu profiter du momentum qu'on avait, de la tendance actuelle, pour vraiment accélérer, avoir toutes les chances de notre côté pour faire quelque chose d'exceptionnel. Ok, parce que ça, c'est une question qui peut paraître assez bateau quand on ne connaît pas forcément le monde de la startup. C'est pourquoi est-ce qu'on lève des fonds? Parce que c'est pas, on emprunte de l'argent, quoi, plus ou moins. Donc du coup, toi, si je vais résumer un peu finalement ça, ce serait on emprunte de l'argent, en tout cas on demande de l'argent pour pouvoir payer des salaires pendant un certain temps parce qu'on n'est pas encore assez rentable. On investit dans l'acquisition pour avoir de nouveaux clients jusqu'à ce qu'on devienne rentable et que du coup, notre client qu'on acquiert permet de payer les salaires, permet de payer tout ce qu'il faut pour le développement de la boîte. C'est exactement ça. Ça demande du temps. Évidemment, plus on avance, plus on a d'ambition, plus on a envie d'aller vite. Plus aussi ça coûte et tu recrutes. Exactement. Plus tu recrutes, plus tu investis dans ton marketing, dans ton produit, dans des ressources extérieures, dans de l'intelligence à proprement parler. Quand tu te lances, que tu fais le 0 à 1, en général, le niveau d'expérience, la vision, la maturité des fondateurs suffisent amplement à faire quelque chose de très correct. Aujourd'hui, on en arrive à un niveau où on a une nécessité absolue de faire rentrer de l'expertise, de l'intelligence. Et en fait, mon métier est devenu un métier où mon objectif numéro 1, c'est de trouver des gens plus compétents, plus intelligents, avec plus de connaissances que moi. Que nous. Oui, c'est clair. D'ailleurs, donc c'est marrant le fait que tu lèves des fonds. Moi, j'investis aussi dans Abi un peu en love money, on va dire. Comment est-ce que tu vois la suite pour les investisseurs et même pour la boîte alors, comment dire, tout à l'heure, je posais la question sur la vision à 5 ans, 10 ans, mais quelle est la vision plus business en tant que telle? Est-ce que tu te verrais racheter par une banque? Est-ce que tu te verrais avoir d'autres investisseurs? Est-ce que tu te verrais racheter finalement avec la rentabilité que la boîte génère, racheter les parts de tes investisseurs? Comment est-ce que tu vois l'évolution côté business d'Abi? Notre objectif, c'est de faire une boîte la plus globale possible. On n'a pas d'objectif temporel ou de volumétrie pour se dire « Ok, ce sera le moment de revendre » ou quoi que ce soit. On sait qu'on peut créer une boîte qui va être globale dans plusieurs pays avec des centaines, voire des millions de clients. À partir de là, il y a une très longue route qui nous attend devant nous. On ne sait jamais quelles sont les opportunités qui se présentent au fur et à mesure du chemin, quelles sont les difficultés rencontrées, comment on va avoir à gérer toutes ces choses-là. Mais clairement, aujourd'hui, notre vision, c'est d'aller le plus loin possible. Et aujourd'hui, du coup, donc avec toute l'expérience que tu as accumulée sur l'évolution du produit, le fait d'avoir géré une équipe de 20 personnes, ce qui n'est pas forcément hyper simple quand on démarre aussi dans l'entrepreneuriat, même si ça fait déjà de l'expérience avec Telia Solutions. Du coup, là, tu as vraiment une très grosse expérience sur une boîte avec aussi en hyper croissance. Qu'est-ce que tu aurais fait différemment si tu avais quelque chose que tu ferais différemment? Sûrement qu'on aurait mieux levé à certains moments, avec d'autres conditions, peut-être un peu d'une autre manière, peut-être aussi certaines autres personnes. Je pense que, bon, en termes de levée, il y a un petit sujet, même si on a été vraiment pas mauvais parce que c'était nos premières fois à lever des fonds. En recrutement, alors là, il y a vraiment en fait, c'est ça qui est dingue, ça veut dire quand même qu'on est passé à côté de bon nombre d'enseignements. Si je t'avais répondu non, il n'y a pas grand-chose que j'aurais changé. En fait, il y a une tonne de trucs que j'aurais aimé faire différemment. Alors, on n'en est pas là pour rien. C'est les décisions qu'on a prises et c'est la manière dont on a exécuté. Et c'est aussi pour ça qu'on a réussi à faire ce qu'on a fait.
Mais effectivement, il y a plein de petites variables d'ajustement, les recrutements, la gestion financière, ce qui inclut évidemment les levées de fonds, les priorités de développement, les priorités même en termes d'investissement. Et je pense qu'il y a un truc absolument phénoménal qui nous a transformés tous les quatre. C'est que avant on vendait notre temps. Vendre son temps, c'est quand même très particulier. Et là, on a appris à faire de l'argent avec un produit. Et en fait, ça, pour moi, c'était la même chose. Quand on s'est lancé, je me suis dit, on sait faire de l'argent, on a appris, on a su générer quelques centaines de milliers d'euros en à peine un an. On va comprendre comment générer de l'argent. Et en fait, vraiment, un des apprentissages de dingue, c'est on a appris à gagner notre vie avec un produit, avec ce défaut de l'ingénieur qui est le défaut ultime de ça vaut pas ce que je le vends, tu vois, ouais, vraiment, c'est jamais assez, ça a jamais assez de valeur. Et c'est vraiment, c'est notamment pour ça qu'on a mis du temps à mettre un prix sur Abi, parce qu'on a mis du temps à réaliser que ça avait une vraie valeur. Et en réalité, on vendait les produits des autres et on n'arrivait même pas à monétiser notre propre valeur à nous. D'accord, donc ce que tu aurais fait différemment, c'est peut-être de démarrer plus tôt, le fait de vendre un produit, de créer un produit. Alors, je sais même pas si on aurait démarré les abonnements avant. Ouais. Par contre, on aurait eu la vision et ça aurait changé énormément de choses en termes d'exécution. Que ce soit quand tu négocies avec tes investisseurs, avec tes banques, que ce soit quand tu fais des propositions à tes clients, que ce soit quand tu investis en marketing, quand tu travailles ton ADN, tes valeurs. Vraiment, ça aurait, à mon avis, changé beaucoup de choses. Et en fait, honnêtement, si demain je devais refaire la même chose, bah alors c'est facile à dire, hein, mais je pense qu'on pourrait faire la même chose en 2 fois moins de temps. D'accord. Là, aujourd'hui, tu dirais que ça vaut le coup, c'est-à-dire en termes d'énergie, en termes de temps, parce que c'est aussi le fait de pas trop se payer pendant plusieurs années. Est-ce que ça vaut le coup de monter une boîte comme ça ? Est-ce que tu arrives à tenir avec la vision sur tout ça ? Moi, j'ai une grande thématique dans ma vie, c'est que j'ai besoin de m'éclater. Et en fait, on s'éclate. Et tous les quatre, on est pareil. On met des moyens démesurés, des moyens illimités à nos ambitions démesurées. En fait, on s'éclate dans ce qu'on fait. C'est pour ça qu'on est capable d'y mettre autant d'énergie, autant de temps, autant d'efforts. C'est l'éclate. Et en fait, tu vois, genre, moi, je me souviendrai toute ma vie quand je me lançais, quand on se lançait il y a plusieurs années pendant nos études et qu'on écoutait les autres entrepreneurs, tout le monde te dit, mais tu passes tes journées à régler des problèmes. Mais en fait, c'est triste de concevoir l'entrepreneuriat comme un truc où tu passes ta vie à résoudre des problèmes. On m'appelle, oui, sur le papier, c'est des problèmes à résoudre, mais en fait, derrière, c'est l'impact que tu as. Ouais, non, et même à résoudre des problèmes, je m'éclate. Ouais. On s'éclate. Réfléchir, se poser les bonnes questions. Évidemment, c'est dur. Évidemment, ça demande une forme d'abnégation. Mais c'est l'éclat total. Ouais, c'est le fait qu'on ait besoin de toi et te dire je suis important. Enfin, sans moi, il y a des gens qui ils n'auraient pas un outil entre les mains qui leur fait gagner carrément. X euros. Ouais, carrément. Et même au-delà de cette finalité, il y a ce truc de un truc personnel. Je digresse un tout petit peu, mais ça explique un peu qui je suis. Moi, il y a un truc que j'adore. J'en fais pas souvent parce que j'ai pas beaucoup le temps. C'est les Lego. J'achète, tu sais, les gros Lego. Gros bateaux. Ouais, exactement. Le dernier en date, c'est le Concorde. Je me suis acheté le Concorde en début d'année. Bon, c'est un truc en général, je sais que pendant le week-end, je vais rien faire d'autre. Et en 24 heures, c'est bouclé. J'adore ça. Parce qu'en fait, bon alors, c'est un petit peu différent parce que t'as quand même un manuel d'explication. Mais tu pars, t'as un truc qui est complètement défoncé. Et t'arrives à construire quelque chose de magnifique avec. Et il y a une finalité à ça. Résoudre des problèmes, c'est la même chose. C'est ton expérience te dit quelle va être la route à parcourir pour le faire. Tu pars d'un truc qui est défoncé pour arriver à quelque chose qui est fini ou pratiquement fini. Okay. Et j'adore ça. Et on adore ça tous les quatre. C'est de l'ingénierie. C'est de la méthodologie de projet. Ouais, c'est ça. La seule différence, c'est que, bon, on va pas se mentir, 90% des sujets dans l'entreprise sont des sujets résolvables par un ingénieur parce que c'est binaire presque. Sauf un truc. Et en fait, j'ai envie de dire, c'est peut-être le truc sur lequel on s'éclate le plus, ou en tout cas, je m'éclate le plus maintenant, c'est la RH. Parce qu'en fait, ça n'a rien de binaire.
Il n'y a rien qui est défini à l'avance. Quoi qu'il arrive, il se passe des nouveaux trucs tous les jours. Et en fait, tu t'ennuies jamais. Tu ne t'ennuies littéralement jamais. C'est ça. Et tu as aussi pas mal de problèmes à régler Ouais, là-dessus. tout le temps. Merci Nicolas d'avoir répondu à toutes mes Avec questions. grand plaisir. Si jamais ça vous intéresse de tester Abi, vous avez le lien en description de cette vidéo qui vous donne droit à une petite promotion en plus. Je vous dis à très bientôt. Si vous avez des questions que vous souhaitez poser donc en lien avec Abi, n'hésitez pas à les poser dans l'espace commentaire. Je vous dis à très bientôt. C'était Axel et Nicolas. Ciao tout le monde.